Bonsoir à tous et bienvenue à Dialogue Citoyen, votre émission de redevabilité et d'interaction sur la télévision de Burkina entre les citoyens et les gouvernants. À la une ce soir, les politiques de l'habitat et de l'urbanisme. Que deviennent les 40 000 logements ou encore la reprise du lotissement? En 2015, le candidat Roch-Marc Christian Kaboré s'était engagé à faire de l'accès au droit effectif de logement à travers la construction de logements sociaux, un audit sur les lotissements litigieux et, entre autres, à résoudre aussi les difficultés d'accès aux infrastructures de base et l'accès difficile aux services urbains de base. 2 ans et demi après, que deviennent ces engagements? C'est le sujet du dialogue citoyen ce soir avec le ministre Maurice Dieudonné Bonannée, ministre de l'urbanisme et de l'habitat. C'est donc avec lui que nous allons aborder 3 questions. La question de l'urbanisme et l'accès aux services urbains de base, l'accès au logement décent et les questions de lotissement. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Il faut dire que cette émission est organisée en partenariat avec Dacodel, Diaconia et WaterAid, une émission naturellement de la RTB. Mais avant tout, il faut répéter encore que cette émission n'est ni une interview, ni un entretien. C'est un échange, un dialogue entre les citoyens et le ministre que vous êtes et que nous sommes là pour assurer la médiation. Et pour cela, les citoyens ont la possibilité d'appeler au 25 40 79 03 ou poster leur message sur le hashtag présimet.bf. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à notre invitation. Avant donc que les citoyens ne s'installent, cette question, il y a de cela une dizaine de jours, des citoyens de la sortie nord de Ouagadougou, notamment route de Basenko, se sont mobilisés pour bloquer cette sortie-là parce que 2 personnes ont trouvé la mort à l'issue d'une pluie. C'est un sujet récurrent qui revient, l'accès à la zone de Basenko, qui se trouve être la zone phare de la politique du gouvernement en matière de logement. Mais c'est une zone depuis des années inaccessible et cette fois-ci, il y a eu mort d'homme. Est-ce que quelque part, votre ministère, la responsabilité de votre ministère n'est pas engagée? Bien. Bonsoir, M. Gongo. Bonsoir à tous les participants à ce panel. Je voudrais vous remercier de l'occasion que vous nous donnez de sacrifier à ce devoir de redevabilité des gouvernants. Le peuple nous a fait confiance sur la base d'un programme que le président Roch-Marc Christian Kaboré lui a soumis. Et nous avons donc le devoir de rendre compte, c'est vrai en fin de mandat, mais aussi à n'importe quel moment du mandat. Je voudrais vous féliciter pour l'initiative de cette émission et souhaiter qu'elle contribue à informer davantage l'ensemble des auditeurs, des téléspectateurs et aussi des populations. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui, les questions, j'allais dire dans un sens large de l'urbanisme, de l'urbanisation, c'est un sujet qui fait partie des préoccupations des populations, aussi bien de nos grandes villes que de nos villes à l'intérieur du pays. Mais l'urbanisme, c'est quoi? Parce que c'est bon que nous puissions déjà, même si c'est souvent des définitions scientifiques en langage accessible, c'est une des sciences qui permet l'organisation et l'aménagement des établissements humains. Les établissements humains, pourquoi? Ce n'est pas toujours des villes, c'est là où les êtres humains se trouvent. Donc l'organisation et l'aménagement des établissements humains et des villes, et aussi l'urbanisme permet de tracer l'orientation de leur développement pour le futur. Donc voilà les missions de l'urbanisme. Et dans l'urbanisme, vous avez l'habitat. Voilà. Dans l'urbanisme, vous avez l'habitat parce que non seulement elle aménage, elle organise et elle rend
tous ces cadres de vie-là fonctionnels. Voilà. Donc, ce sont les grandes missions. Et le ministère en charge de l'urbanisme et de l'habitat a pour mission première la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d'urbanisme et d'habitat. Le président du FASO a pris des engagements sur lesquels nous sommes dans la mise en œuvre. Maintenant, sur la question Sur la question de route Basenko, la route de Basseko, il faut dire que nous avons un lourd héritage des problèmes, ce que j'allais appeler de viabilisation. La viabilisation, c'est quoi? C'est pouvoir amener la voirie, les routes, c'est pouvoir amener l'eau, c'est pouvoir amener l'électricité, c'est pouvoir mettre des caniveaux pour l'écoulement des eaux de pluie, c'est pouvoir également organiser les questions de collecte des ordures ménagères et c'est pouvoir aussi mettre en place un certain nombre d'infrastructures qu'on appelle les équipements collectifs. Écoles, santé, terrain de sport, espaces verts, etc., etc. C'est ça que nous désignons sous le terme de viabilisation. Il faut dire que sous la Révolution, il y a eu ce volontarisme, cette volonté politique de permettre l'accès des parcelles aux populations. Donc il y a eu une production massive de parcelles. C'est vrai qu'il faut également féliciter des programmes en matière de logement sous la Révolution. Nous avons la cité des 1200 ici. Nous avons les cités du 4 août dans les chefs-lieux de province. Nous avons la cité en 3, cité en 4, etc. C'est des efforts, mais l'accent a été mis sur la production de parcelles. Et on a produit les parcelles sans les viabiliser. Donc, les attributaires ont accédé à la parcelle. Si vous faites le point de tous ces lotissements, il n'y a eu ni voirie, ni canalisation pour les eaux de pluie, ni etc. etc. Mais pour le donc, cas c'est précis, ce lourd passif. Pour le cas précis de Basenko, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Parce que pour le cas précis de Basseko, il s'agit de Basseko village. Ce n'est pas la cité aménagée dont nous avons la responsabilité. C'est Basseko village, mais tous ces espaces se situent dans la commune de Ouagadougou. Il faut dire que nous avons un rôle d'encadrement de toutes ces actions. Il y a des actions à un certain niveau que nous pouvons mener, mais il y a d'autres actions également qui relèvent des collectivités locales. Voilà, c'est ce caractère transversal de l'urbanisme qu'on doit mettre en exergue parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent. Alors, vous aurez l'occasion de revenir en détail. Chaque acteur a ses missions. Donc, vous aurez l'occasion pour ce qui est du village de Basseko, il s'agissait d'un ouvrage de franchissement, un pont qui avait été construit pour permettre le passage des populations, mais je pense que l'ouvrage n'était pas achevé. Et donc, les remblais de part et d'autre de la structure de béton n'avaient pas été réalisés. Résultat, la première pluie a causé des dégâts et je m'incline devant la dépouille de celui qui a perdu la vie. Donc voilà pour ce qui est de... Bon, cela est dû à des retards de chantier. Mais il faut dire pour répondre à la question, votre responsabilité n'est pas engagée parce que ce n'est pas vous. Ce n'est pas nous, voilà. Mais c'est un ensemble. Parce que nous pensons que nous sommes des acteurs complémentaires. Voilà. Il y a un mois de cela, vous aviez annoncé un peu plus, vous aviez annoncé la reprise des lotissements. Le public a applaudi parce que cela fait bientôt 4 ans qu'on ne parle plus de lotissement au Burkina. Où en êtes-vous avec? Bien. La question est simple. Effectivement, lorsque nous sommes arrivés en janvier 2016, le constat est qu'il y avait eu beaucoup de dérives dans la gestion des attributions de parcelles au cours des lotissements durant les 20 dernières années. C'est pour cette raison que l'Assemblée nationale avait mis en place la commission d'enquête parlementaire qui a abouti à des conclusions qui ont été remises au gouvernement et le gouvernement a mis en place une commission interministérielle présidée par le Premier ministre en personne pour la suite à réserver
aux travaux de l'Assemblée que je félicite en passant. Il fallait donc mettre en place au niveau régional, communal, des commissions pour traiter toutes ces questions. Effectivement, ces commissions ont été mises en place, les populations ont été appelées à venir déposer leurs réclamations. Nous avons eu plus de 115 000 réclamations, ce qui nous a permis d'élaguer la question, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions, c'est 20 ans de dérive dans la gestion du foncier. Nous avons pu élaguer la question et la commission interministérielle a déposé les résultats de ces travaux. Nous sommes dans l'attente de l'examen de ces travaux-là dans les jours qui viennent. Dans les jours, hein, je dis en bien termes dans les d'échéance, exactement. Très brève échéance. Vous avez suivi son excellence, monsieur le Premier ministre. Quel jour? C'est une question de programmation des dossiers au niveau du Conseil, sinon le dossier est prêt. Okay. Le Premier ministre, dans sa conférence de presse à Tougon, a indiqué que la reprise des opérations de lotissement allait se faire. Effectivement, ce sont les propositions que nous avons faites, sauf dans les villes de Ouagadougou et Bobo, où nous avons proposé, je dis bien nous avons proposé, en attendant l'adoption par le Conseil des ministres, nous avons proposé que pour des raisons d'approfondissement du travail qui a été fait, que nous puissions nous atteler à cela en mettant en place dans chaque arrondissement de la ville de Ouagadougou comme de Bobo une commission ad hoc où des observateurs de la société civile, les associations de droit au logement et des services techniques vont, sur la base des documents qui ont déjà été élaborés, aller parcelle par parcelle, zone par zone, pour dégager des solutions et dans la transparence et dans l'équité. Voilà un peu le processus. Voilà. Mais nous disons que les problèmes qu'il y a à Ouagadougou et Bobo ne doivent pas empêcher ou ralentir le développement des autres localités, des autres communes. Voilà pourquoi ça se fera en 2 phases. Et quand nous allons terminer, les commissions ad hoc de Ouagadougou et Bobo vont déposer leurs conclusions, on levera la mesure pour permettre la mise en œuvre de certaines actions en matière de lotissement. Alors, nous allons inviter, pendant que vous terminez, M. Bagoro à prendre place. Innocent Bagoro, Association droit au logement. Vous allez prendre place pour échanger tout à l'heure avec le ministre. Monsieur le ministre. Alors, je voulais préciser que cette suspension des lotissements pour Ouagadougou et Bobo n'empêche pas le développement du programme de restructuration que nous avons prévu dans les zones non loties de ces 2 localités. Restructuration, c'est quoi? On va parler de restructuration on va en parler bientôt. Donc, il n'y a pas de problème. Je passe la parole à M. Innocent Bagoro, qui est sur ce plateau, qui va échanger avec vous sur les questions, on va dire, d'urbanisme, mais beaucoup plus de viabilisation d'accès aux services urbains. Bonsoir, M. Bagoro. Bonsoir, M. Gongo. Vous avez 10 minutes pour échanger avec M. le ministre. Ok. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Pour être élu, Son Excellence, Monsieur le Président du FASO, Roch Christian Kaboré, a fait des promesses significatives, notamment en matière d'accès d'eau potable et d'assainissement. Jérôme Corvée pour tous d'ici la fin de son mandat en 2020. Or, 80% des taux d'accès à l'assainissement en milieu urbain et 50% en milieu rural. Vous êtes le ministre chargé de l'habitat et de l'urbanisme. J'aimerais savoir quelle est votre implication. Je voulais savoir quelle est votre implication dans le respect de cet engagement quand on sait que c'est dans cette zone d'intérêt qu'il y a plus de crises d'eau où quelques jours ne se passent pas, où la population se retrouve en file indienne devant les bonnes fontaines ou des forages pour en tout cas la petite substance, c'est-à-dire l'essentiel de la vie de l'homme, l'eau, qui est devenue une denrée rare au Burkina Faso, alors que les citoyens qui sont en ville payent les factures d'eau tous les jours. Bien, merci pour la question. Je voudrais vous rassurer que dans le cadre
de la répartition des tâches au niveau gouvernemental, la question que vous avez évoquée à 2 répondants, la question de l'assainissement eaux usées excréta, les latrines et autres, relève du ministère en charge de l'eau, qui a entrepris un certain nombre d'actions. Je pense qu'il est même programmé pour la région de la boucle du Moun, la nuit de l'assainissement, pour travailler à accroître le taux d'accès des populations de ces différentes zones aux latrines, à la gestion des eaux usées, etc. Donc cette question relève du ministère en charge de l'eau. Les questions qui relèvent du ministère en charge de l'urbanisme et de l'habitat, c'est l'assainissement, l'évacuation des eaux pluviales, la gestion des ordures ménagères, mais cela en relation avec les collectivités. Voilà, la gestion des ordures ménagères, c'est toute une chaîne. Vous remarquez dans la ville de Ouaga, et vous voyez les femmes qui ont des charrettes, qui ont des tricycles, qui s'occupent du ramassage des ordures. C'est organisé, ça relève des compétences des municipalités, donc de la mairie. Voilà, je pense que ça c'est organisé. Il peut y avoir des insuffisances, mais dans chaque commune, la mairie a l'attribution de l'organisation de cela. Sur les canalisations. Sur les canalisations maintenant, il y a plusieurs volets. Sur les canalisations, il y a les grandes canalisations, ce qu'on appelle en langage, j'allais dire scientifique, les canalisations primaires. C'est un peu comme le canal du Moro-Naba, le canal de Dapoya. Pour ceux qui connaissent, ça relève de l'État. C'est l'État qui met ça en œuvre. Si vous faites un tour à Basseko, nous avons commencé la réalisation de ce genre de canalisation. Et nous avons également un projet très bientôt, la réalisation de ce même type de canalisation dans la phase 3 du projet Bangerwego, parce que quand vous prenez la route de Fada, au niveau de la forêt, vous voyez l'eau stagner pendant les saisons de pluie. Le problème, il est simple, c'est que la canalisation, les phases 1 et 2 ont permis de faire des grands canaux que vous apercevez, mais à l'intérieur de la forêt, rien n'a été fait. Donc, toutes les eaux se retrouvent et ça crée ces désagréments. Nous avons eu un financement d'un de nos partenaires et très bientôt, nous allons donc réaliser cette canalisation-là à l'intérieur de la forêt, ce qui va permettre de renvoyer les eaux un peu plus loin au niveau de Analayiri, le pont de Analayiri. Mais je voudrais vous dire qu'en dehors de ça, des actions d'abord au niveau de chaque chef-lieu de région, nous avons déjà un schéma directeur pour l'évacuation donc des eaux pluviales. Ça permet de savoir dans telle zone il faut un canal de 3 mètres de largeur, dans telle autre zone c'est une canalisation d'1 mètre, etc., etc. Si vous faites un tour à Basseko, si vous faites un tour également à Gawa, vous allez vous rendre compte que dans le cadre de la mise en œuvre de ces programmes, des opérations de canalisation ont été faites pour permettre de créer un meilleur espace pour les populations qui y vivent. C'est pour vous dire que c'est un des défis inscrits dans le programme présidentiel dont nous avons la responsabilité et que nous nous attelons à mettre en œuvre. Mais ce qu'il faut dire, je vous ai dit que l'urbanisme, c'est un secteur transversal. Il y a beaucoup d'acteurs. Donc il y a les collectivités locales, les municipalités, qui ont une part à jouer dans le cadre de leur programme d'investissement. C'est pour cette raison que la mairie, la commune de Ouagadougou, en relation avec un de ses partenaires financiers, a prévu près de 52 milliards d'investissements pour les quartiers périphériques de Ouagadougou. Il s'agira de quoi? Il s'agira de construire de nouvelles routes, il s'agira de faire des canalisations, il s'agira d'apporter l'eau et l'électricité, il s'agira également de mettre en place ce que nous appelons en langage technique les équipements collectifs. Les équipements collectifs, c'est quoi? C'est les écoles, c'est les centres de santé, c'est les centres de loisirs, etc. Voilà. Okay. Donc, en tout cas, merci Monsieur le ministre. Vous êtes en train de répondre même à d'autres préoccupations que j'étais en train de préparer pour vous adresser.
Et la question suivante, Monsieur le ministre, pour moi, en tant que secrétaire général du mouvement de solidarité pour le droit au logement, on a beaucoup constaté que les cas des logements sociaux, les habitats devancent les services sociaux de base. Quand on prend le cas de Basenko, les gens sont allés et les services sociaux de base ont suivi. Or, on parle d'aménagement et de viabilisation avant l'occupation des habitants. Donc, nous constatons que ce n'est pas le cas. Et la deuxième préoccupation par rapport à cette question aussi, que faites-vous du passif d'aménagement? Comme vous l'avez tantôt dit, que c'est un passif lourd que vous êtes en train de gérer. Comment allez-vous vous prendre pour que cette question d'aménagement et de viabilisation soit en tout cas une question qui va passer dans le passé, qui deviendra tôt ou tard, qui deviendra très bientôt de l'histoire? Monsieur le ministre répond. Bien. Une des grandes ambitions du programme présidentiel, c'est la viabilisation de ces quartiers-là. Comme je l'ai dit, c'est un héritage. Où en êtes-vous avec Il y a des actions qui sont entreprises, que ce soit, il a si bien dit, il a dit que les actions de viabilisation sont venues après l'occupation. Mais l'occupation des logements, la cité de Basseko n'a pas commencé en 2016. Donc nous sommes aujourd'hui en train de faire du rattrapage. Voilà. Et comme je l'ai dit tantôt, aussi bien la responsabilité de l'État que des collectivités locales, des municipalités, que d'autres acteurs des privés dans le cadre des actions de viabilisation. Voilà, du rattrapage de tout ce qui est voirie, de tout ce qui est canalisation, de tout ce qui est équipement collectif, les écoles. Vous avez vu que nous avons dû installer un commissariat à Basseko pour les raisons de sécurité. Il y a une école, un centre de santé également que nous avons ouvert en urgence. Mais tous ces équipements doivent se faire en même temps que nous sommes en train d'aménager. De manière à ce que dès que les populations accèdent à leur logement, ils ont un minimum de cadre qui permet une vie meilleure. C'est ça notre grande ambition et c'est ça la vision du président du FASO. Je voulais dire en passant que les habitants de la cité de Basseko, de la zone de Basseko, doivent se réjouir. Le plus grand hôpital de Ouagadougou, voire du Burkina, sera édifié dans cette zone. Un hôpital de près de 71 milliards dont les financements ont été annoncés. Il vous reste 2 minutes, M. Bagoro. OK. Donc, la dernière question, il y a un droit tout de même, le droit, en tout cas, à l'accès au logement, à l'accès à l'assainissement, inscrit dans la Constitution dans son article 18. On constate que dans nos villes urbaines, là, ce droit n'est pas respecté. En tout cas, les populations urbaines, là, sont brimées sur le plan public. Dès lors que tu pars dans un service, il n'y a rien qui est prévu en ville pour les usagers. Donc, que comptez-vous faire en tant que ministre de l'Habitat pour cette question-là? Et l'autre question, je voudrais aussi poser la problématique des logements sociaux. Parce que la plupart des populations aussi ne comptent pas seulement sur les programmes de 40 000 logements sociaux en tant que bénéficiaires, mais ils comptent sur la réduction des coûts des matériaux de construction. Que comptez-vous faire dans ce sens, Monsieur le ministre? Bien. Concernant la première question, c'était sur les logements. L'accès au logement. L'accès aux services, les latrines publiques. Ou les latrines publiques. Oui. Voilà. Je vous ai dit que les latrines publiques sont du ressort du ministère en charge de l'habitat. Oui. De l'eau, qui fait des efforts en matière d'équipement des différentes localités. Je crois que la technique a été d'organiser dans chaque région une nuit de l'assainissement, de manière à ce que l'ensemble des acteurs puissent contribuer à travers des dons, à travers des contributions. Je crois que WaterAid est dans cette dynamique-là, en tout cas pour ce qui est de on la ne va pas revenir là-dessus parce que là, ce n'est pas de votre ressort, voilà, la question d'assainissement, donc on va passer à autre chose. Merci à M. Bagoro. Pour ce qui est du droit au logement, il y a beaucoup de confusion sur cette question. Le droit au logement ne veut pas dire le droit à la propriété du logement. Voilà. Le gouvernement a pour mission d'accroître l'offre en logement, de manière à ce que ce soit le bail locatif, que ce soit ceux qui ont les moyens pour la propriété. Parce que si vous regardez l'évolution, j'allais dire d'un homme ou d'une femme,
le premier acte, ce n'est pas encore l'achat du logement. Vous êtes en location d'abord, après vous songez à accéder. Donc, il faut accroître l'offre en logement de manière à faire baisser les tarifs de location et permettre à ceux qui ont la possibilité de pouvoir accéder à des logements abordables. Vous faites le point, dans la sous-région, nous avons le logement social le moins cher. Voilà. Dans les autres pays voisins, les logements sociaux sont à au moins 9 à 10 millions de francs de plus que ce que nous proposons ici. Pourtant, nous sommes un pays enclavé sans accès. Avec peut-être aussi des revenus un peu avec plus des revenus supérieurs aussi. Il y a la question des revenus. C'est notre Donc, Monsieur Bagoro, merci d'être venu. Alors, nous allons prendre un téléspectateur qui nous appelle au téléphone. Monsieur Yambre Brahima de Ouagadougou, bonsoir. Oui, monsieur Gonflos de Ouagadougou. Ah, de Ouagadougou, pardon. Voilà, bonjour. Moi, j'avais deux questions à poser à monsieur le ministre. Je voulais savoir quand est-ce qu'on va publier la liste des bénéficiaires de ceux qui sont inscrits pour les logements sociaux. Parce que depuis longtemps, les gens sont inscrits, ils attendent la publication. On ne sait pas quand Monsieur le ministre vous demande où exactement? À Ouargaï. À Ouargaï, on s'est inscrit, mais on n'a pas la liste. La liste n'est pas sortie pour dire, bon, quels sont ceux qui doivent avoir, ceux qui sont éligibles. La deuxième question, je voulais savoir quelles sont les mesures du gouvernement est en train de prendre pour éviter les inondations qui se passent tout le temps à Ouaga. Il y a des gens qui refusent de rejoindre des logements et en fait des parcelles qu'on leur a données. Et chaque année seulement, on ne fait seulement que pleurer d'inondations. Quelles sont les mesures portées l'État pour quand même forcer ces gens-là à quitter les zones inondables? Merci beaucoup. Monsieur le ministre. Bien. Je voudrais dire que l'une des grandes avancées dans le cadre du programme en matière de logement, c'est d'avoir pu cerner l'ampleur de la demande. Nous avons fait donc cette opération d'inscription. Nous reviendrons sur la fameuse question des 2000 que les gens ont payés. Nous avons pu cerner l'ampleur de la demande. Nous avons pu cerner la localisation de la demande. Il parle de Ouargaï. Nous avons fait tous les territoires, toutes les communes urbaines comme rurales, tous les chefs-lieux ont été couverts. Ça, c'est une première dans ce pays. Voilà. Et en fonction de ça, nous avons modulé le nombre de maisons à construire parce que le programme vise la construction de logements, mais il ne faut pas construire, comme certains pays d'Afrique australe l'ont fait, des logements qui seront inoccupés. Il faut se coller à la demande. Donc, pour ce qui est de Ouargaï, je peux le rassurer, nous avons fait la mobilisation, après donc d'avoir cerné la demande, nous avons fait la mobilisation foncière, c'est-à-dire que dans toutes les localités concernées, les chefs-lieux de communes urbaines comme les chefs-lieux de communes rurales, dans toutes les localités concernées, nous avons pu dégager déjà des terrains. Pour ce qui est des chefs-lieux de province, nous avons déjà commencé les levées topographiques. Voilà. Et après les levées, parce que ce n'est pas des terrains de très très grande superficie, vous parlez de Ouargaï, je crois que pour les chefs-lieux de province, il est prévu 50 logements en fonction de la demande. Donc après les levées topographiques, nous allons faire le lotissement, parce que là, il y a des autorisations spéciales pour des programmes de l'État, et les promoteurs et les acteurs vont commencer les constructions. Donc, nous avons commencé une première phase de 5000 logements avec les chefs-lieux de région. Et dans ces 5000 logements, vous avez 900 logements à Ouaga, 900 à Bobo et 300 dans chaque chef-lieu de région. Y compris Ouargaï. Y compris, non, Ouargaï, c'est un chef-lieu de province. Oui, oui, les chefs-lieux de province, c'est 50 et les chefs-lieux de communes tournent autour de 20, 25. Je crois qu'il y a même des communes du Nord où on n'a même pas eu 15 postulants. Bon, donc on va moduler la réalisation des logements là en fonction de la demande. Donc voilà un peu comment le programme va se décliner. Je voudrais profiter également pour dire que ce n'est pas que Basseko, mais toutes les zones de la ville de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso
seront concernés. C'est par tranche, au fur et à mesure qu'on lance les tranches, on déclenche l'opération de souscription. La souscription, c'est quoi? Vous confirmez votre inscription et vous vous engagez avec votre soutien financier, qu'est la banque ou la caisse populaire, à prendre ce logement sur une durée de 10 ans, 15 ans et à payer donc des traites au lieu de payer des loyers. Voilà. Alors, la deuxième question, qu'est-ce que vous faites pour éviter les inondations? La deuxième question, on l'a abordée. Bon, c'est la question de la viabilisation et il y a des grands programmes qui sont en cours. Il y a les programmes de l'État et il y a les programmes des collectivités et des partenaires. Donc, on en a parlé. Mais je voulais donner une idée des coûts. Des canaux comme le canal du Moro-Naba. 1 kilomètre, nous sommes à 1 milliard. Voilà. Ça, c'est des canaux de 3 mètres de largeur. Vous avez des sections un peu plus petites parce que c'est en étage. Vous avez les grands canaux, vous avez les canaux moyens et vous avez les petits canaux qui passent devant donc, les logements. Donc, c'est pour vous dire que ces investissements qui coûtent assez cher, mais l'État met les moyens, l'État se bat pour faire avancer ces préoccupations-là, parce que ça contribue à améliorer le cadre de vie des populations. Alors, il y a M. Désiré Sanou qui nous appelle de Bobo Dioulasso. Bonsoir, M. Sanou. Oui, bonsoir, M. Simon Gombo. Votre question, s'il vous plaît. Votre soirée. Bonsoir à M. le ministre. J'avais 2 questions à poser à M. le ministre, s'il vous plaît. Allez-y. Ma première question concerne le lotissement de Séguénéga qui a commencé depuis 2008-2009. Je ne sais pas si M. le ministre est au courant de ce lotissement qui a été suspendu jusqu'aujourd'hui et qui n'a pas eu de suite. Bon, je ne sais pas s'il est au courant. Et qu'est-ce que nous devrons attendre de ce lotissement à Séguénéga? Et ma deuxième question concerne les logements, les 40 000 logements sociaux. Et nous tous, nous avons souscrit. Maintenant, il y a 2 semaines passées où on voyait passer à la télé, on disait que les inscrits de Ouaga n'ont qu'à passer au stade où c'est où à Ouaga encore pour retirer les fiches. Maintenant, ils n'ont pas parlé des gens qui sont dans des localités et qui se sont inscrits pour Ouaga. Ou bien il fallait se rendre à Ouaga pour prendre ces fiches et les remplir. Il ne sait pas comment ça se passe et que ça n'a pas été délocalisé. C'était mes 2 questions. Merci, M. Sanou. Monsieur le ministre, la dernière question déjà. Déjà, la dernière question, non. Quand on a dit les inscrits de Ouaga, ce n'est pas les inscrits résidents à Ouaga. Moi, je peux être à Séguénéga et vouloir un logement à Ouaga. Je fais partie des inscrits de Ouaga. Voilà. Donc, bon, nous avons eu un certain nombre de préoccupations qui ont été posées. Donc, nous allons essayer de voir avec la structure, le CGC, comment permettre à ceux qui n'ont pas pu s'inscrire dans la souscription, leur permettre de pouvoir souscrire pour participer à cette opération que je voulais vous rappeler. Les conditions, ça risque d'être un tirage au sort. Donc, il n'y a pas de problème à ce qu'un tel. Mais je reprécise que c'est par tranche. Au fur et à mesure qu'une tranche est engagée, c'est à Basseko, c'est à Boissa, ça s'en va, c'est sur la route de Koubri, etc., etc. Et aussi, il y a les promoteurs privés qui produisent du logement et qui mettent à la disposition du programme pour les attributions au niveau des populations. Donc, c'est le début, ça n'a pas été facile. En tout cas, la partie ouagalaise, ce n'est pas seulement Bassenko, mais aussi... Il y a d'autres quartiers qui seront prévus. Ça n'a pas été facile, mais déjà, les chefs-lieux de région aussi sont en cours. Les attributions ont déjà été faites aux promoteurs. On a connu quelques petites lourdeurs au démarrage de l'opération. C'est une réalité. Vous connaissez les problèmes de foncier dans notre pays. Sauf que, monsieur, ça nous demande, parce que dans cette opération-là, on a parlé juste de Ouagadougou et les autres localités, on n'en a pas parlé. Les autres localités, au fur et à mesure que les travaux commencent, on déclenchera la souscription. Voilà, c'est sur la base des travaux. Donc, alors, je voudrais rassurer les souscripteurs des autres localités que... Voilà, le tour arrivera.
Séguénéga, est-ce que vous êtes au courant d'un lotissement qui aurait débuté depuis 2008 à Séguénéga? Je crois que ce n'est pas le seul. Hein. Il y a beaucoup de communes qui étaient en opération de lotissement lorsque la suspension a eu lieu. Et comme vous le savez, c'est les crises sociales qui ont amené les suspensions de ces opérations-là depuis 2011, renouvelées en 2013, renouvelées en 2015, etc., etc. Bon, tout ça parce que nous avons l'obligation, nous avons pris l'engagement de mettre en œuvre, de mettre en place un système transparent pour ce qui est de la phase d'attribution, mais qui ne relève pas du ministère de l'Urbanisme. L'attribution relève des collectivités locales. Voilà pourquoi je vous disais que toutes ces missions sont transversales. Mais est-ce que là, il n'y a pas un problème? On a un rôle de conseil. Monsieur le ministre, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a eu des erreurs pendant 20 ans, justement erreurs dirigées par des collectivités. Et ce sont les collectivités encore qui doivent assumer. Quels sont les garde-fous que vous prenez pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs? Bien, en fait, je veux vous dire que, en dehors de quelques aspects que nous sommes en train de relire, on a les meilleurs textes de la sous-région en matière de foncier. Ça, ce sont les textes. Les textes de la sous-région. Maintenant, malgré le ça, problème, c'est la mise en œuvre. Je vais vous parler d'un aspect des conclusions des commissions d'enquête. Les espaces verts qui ont été parcellés et distribués à des attributaires par des maires, j'allais dire défaillants à l'époque. Nous allons faire le point de ça. La proposition que nous faisons, je dis bien la proposition, il faut que nous soyons clairs sur ce plateau. La proposition que nous faisons, c'est de raser purement et simplement les investissements qui ont été faits, de dédommager les victimes sur la base de l'évaluation de leur investissement, de ramener ces espaces verts à leur vocation première. Donc, attachez vos ceintures, aidez-nous à mettre en œuvre si le Conseil des ministres va dans le même sens. Et maintenant, ces espaces poursuivre les auteurs, parce qu'il y a eu des complicités à divers niveaux. Je vais vous donner un exemple. Les plans de lotissement, quand ils sont adoptés, normalement, c'est un plan unique. Mais vous êtes retrouvé dans le passé où la complicité d'un maire avec son co-complice du ministère en charge de l'urbanisme, avec un autre acteur au niveau du ministère des Finances, les plans étaient modifiés. Les zones parcellées et vendues. Donc, vous vous retrouvez avec le plan d'une ville. Le plan dont le ministère de l'Urbanisme a la déposition est différent du plan que la Direction générale des domaines et des impôts a, qui est différent du plan que l'ONEA a, du plan que la SONABEL a. Donc, vous voyez un peu l'ampleur des problèmes auxquels on est confronté. Vous prenez un plan à la SONABEL, c'est prévu espace vert. Vous allez de l'autre côté, ça a été parcellé et les intéressés, les bénéficiaires ont des papiers en règle. Vous voyez un peu les grands défis mais nous avons dit que nous allons faire de la rupture par rapport à tout ce qui s'est passé. D'accord. On va prendre une question sur la plateforme, puisqu'il est possible de poser des questions donc, sur le hashtag présimet.bf. Alors, monsieur le ministre, c'est une question de Françoise Tiendrebego du Centre. Pourquoi l'assainissement n'est pas fait avec le système du tout à l'égout? Ce dernier nous permet d'éviter les curages des caniveaux chaque année. Les maladies dues aux insanités de fosses septiques et caniveaux ouverts. C'est une question de coût. Voilà. Parce que tous ces coûts liés à l'assainissement, liés à la viabilisation, doivent être pris en charge. Bon, pour ce qui est de nos pays, c'est souvent l'État et les collectivités. Mais dans des pays, j'allais dire dans d'autres pays, mais tout est intégré dans le prix de la parcelle et du logement.
Voilà, vous voyez ce que ça aurait fait comme surcoût si tous ces aspects étaient intégrés. La solution qu'elle propose, c'est la solution vers laquelle nous devons évoluer, mais je reconnais avec vous que cette solution coûte très cher et comme les besoins sont immenses, si vous voulez adopter ces solutions, vous allez... Il faut payer le prix. Non seulement il faut payer le prix, mais vous allez travailler pour une minorité. Alors que l'objectif, c'est de faire profiter à la majorité d'un minimum d'équipements et de services. De réaliser des caniveaux vie chère. Une autre question sur la plateforme. On va découvrir ça ensemble. Monsieur Steve Zampaligré du Centre, Monsieur le ministre, je suis, comme beaucoup de citoyens, aujourd'hui perdu dans la nature en ce qui concerne la terre au Burkina. Dites-nous franchement, à qui appartient la terre? Comment des privés arrivent à s'acquérir des centaines d'hectares au détriment de nous autres qui cherchons un morceau de terre? C'est vrai qu'on est en train déjà de rentrer dans la troisième partie de l'émission. C'est un sujet entier. Oui. On peut difficilement aborder une question sans déborder sur l'autre. Bien, la question de la terre, il faut dire que la loi sur la réorganisation agraire et foncière ainsi que la loi sur le foncier rural ont prévu 3 propriétaires de terre dans ce pays. Il y a l'État, le domaine foncier de l'État, il y a le domaine foncier des collectivités locales, des municipalités, et il y a le patrimoine des particuliers, c'est-à-dire les terres qui appartiennent aux particuliers. Et la loi sur le foncier rural qui a été adoptée en 2009 a prévu, parce que la loi sur le foncier rural avait pour ambition d'accroître la production en matière d'agriculture, en matière de la production, en matière d'élevage, etc. Donc, il fallait trouver des mécanismes pour permettre aux producteurs ruraux d'avoir, pour ceux qui ont fait le droit là, d'avoir des titres. C'est comme ça qu'on a créé les attestations rurales de possession foncière rurale, les APFR. Pendant ce temps, nous allons inviter et c'est sur la base Monsieur Léandre Guigma, pendant que vous terminez, Monsieur le ministre, à rejoindre donc le plateau. Il va échanger tout à l'heure avec vous. Et pendant sur que la vous base terminez. des attestations de possession foncière rurale que certaines transactions sont en train d'être faites. Mais je veux vous préciser que toutes ces transactions-là, c'est dans des terres rurales qui ne dépendent pas du secteur urbain que nous encadrons. Et c'est des transactions en général entre 2 personnes, le propriétaire terrien et quelqu'un d'autre qui vient acheter l'espace pour faire ou de l'agriculture ou de l'élevage. Cette transaction à quelle valeur? Là, c'est une transaction, j'allais dire, au niveau local, qui ne nous engage pas, nous, en tant que ministère en charge de l'urbanisme, parce que nous avons des outils de planification. Les outils de planification chez les schémas directeurs, qui précisent, par exemple, dans telle localité, il y a une zone destinée à l'habitation, il y a une zone destinée aux industries, il y a une zone destinée au commerce, etc., etc. Voilà. Tant que, dans le cadre de l'évolution des villes, la demande ne s'inscrit pas dans cette zone, nous ne pouvons pas aller dans le sens. Voilà. Donc, c'est des transactions souterraines qui ont peut-être leur intérêt pour les intéresser, mais à tout moment, je voudrais dire qu'à tout moment, l'État a le pouvoir d'expropriation. Je vais vous prendre le simple exemple du futur site de Ouagar Inter. Comme vous le savez, la Chambre de commerce, le ministère du Commerce, le gouvernement, on a un projet de déménager Ouagar Inter dans la zone de Zaktouli, sur une zone de près de 300 hectares. Ce site-là,
nous avons commencé le processus de mobilisation du foncier avec tous les acteurs. Et tous C'est ceux ça qui ont la des démarche. propriétés là-bas seront... C'est ça la démarche. Les expropriés, tout propriétaires terriens seront dédommagés. Mais on a trouvé des promoteurs là-bas aussi. Mais si c'est eux qui sont possesseurs du foncier, ils seront dédommagés comme ce qui est prévu dans les textes. Aujourd'hui, nous avons pris un texte au niveau de l'Assemblée, une loi pour le dédommagement des populations dans le cadre des grands projets réalisés par l'État. On comptera le nombre d'arbres que vous avez, on comptera machin, et on va vous dédommager. Peut-être que ça va contribuer à décourager ce que vous venez de dire dans le cadre de... Nous avons avec nous sur ce plateau M. Léandre Guigman, il est architecte, et nous abordons la deuxième partie de cette émission, l'accès au logement décent. Monsieur Guigman, vous avez 10 minutes pour échanger avec le ministre. Merci. Merci, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur Léandre. Alors, on remarque qu'au milieu des années 90, l'État burkinabé s'est progressivement désengagé dans la production de logements urbains. Et on remarque aussi qu'au cours de cette dernière décennie, il y a eu une forte croissance du nombre des promoteurs immobiliers qui sont passés de 2 promoteurs agréés en 2007 à plus de 200 000 promoteurs agréés aujourd'hui par l'État burkinabé. Alors, pourtant, la production de logements ne suit pas ce même rythme de croissance des promoteurs immobiliers. Alors, la question que nous voulons vous poser est de savoir quelles sont les mesures incitatives prises par votre département ministériel pour réglementer la promotion immobilière au Burkina Faso et pour aussi encourager l'autoconstruction des logements par les citadins eux-mêmes. Bien. Je voudrais vous remercier. Je pense que l'historique que vous avez fait a montré qu'à un certain moment, à cause de l'évolution économique de notre pays et à cause de l'ampleur de la demande, il a été fait appel à des privés pour accompagner l'État dans le cadre de la réalisation des logements pour les populations. Il faut dire que du point de vue de la législation et de la réglementation en la matière, il y a eu un certain nombre d'insuffisances que nous nous attelons à corriger actuellement. Il en est de même pour le Code de l'urbanisme, qui a été un très beau texte. Je voudrais en tout cas remercier nos prédécesseurs qui, comme je l'ai dit, en matière de dispositifs juridiques, des textes, nous étions performants. Il y a un certain nombre d'insuffisances à corriger. Je prends la promotion immobilière. L'agrément, c'est pour la promotion immobilière et ou foncière. Donc, vous ouvrez déjà le pas, je dis la porte, au dérapage sur la spéculation foncière. Nous allons recadrer cela pour amener les promoteurs à faire surtout du logement et laisser la production de parcelles aux collectivités et autres acteurs. Et justement, parlons du foncier. On remarque que l'urbanisation au Burkina se caractérise par un étalement et une faible densité des agglomérations urbaines. Si l'on prend le cas de Ouagadougou, la tâche urbaine de Ouagadougou mesure 30 km de diamètre et seulement 50% des parcelles sont mises en valeur. Alors, on sait que les 50% de parcelles non mises en valeur représentent 200 000 parcelles en numérique, 200 000 parcelles vides à Ouaga. Et ces 200 000 pourraient abriter au moins 1 million de citadins supplémentaires à Ouagadougou. Alors, quelle action votre département ministériel mène-t-il pour inciter à mettre en valeur les parcelles déjà existantes dans le tissu urbain au profit des citadins en quête de logement? Il faut dire que, pour une précision, ça c'est un engagement fort du président et même du PNDS aussi, qui suggère que le contrôle des villes, de l'extension des villes soit effectivement exécuté d'ici à 2020. Bien. Je vous avais dit en début d'émission que l'urbanisme, c'est un secteur transversal. Il y a beaucoup d'acteurs. C'est vrai, il y a le ministère qui est, j'allais dire, qui joue le leadership, le ministère en charge de l'urbanisme, mais il y a les collectivités locales, il y a les particuliers, il y a les autres ministères, il y a les partenaires techniques, etc., etc. Nous avons la chance que notre pays s'est doté pour ces
chef-lieu de région, Ouaga, le processus est en cours à travers le schéma directeur d'aménagement du Grand Ouaga. Notre pays s'est doté d'outils de planification, les schémas directeurs. Un outil de planification, c'est quoi? C'est un schéma qui fait des projections sur 15 ans, voilà, de l'utilisation de l'espace. Ici, on fera une zone industrielle. Ici, ce sera l'habitation. Ici, ce sera... Voilà. On a la chance que dans nos chefs-lieux de région, il y a ça. Et je voulais profiter pour dire qu'un des engagements ici pris par le président, et nous sommes en train de doter les 45 chefs-lieux de province de cet outil de planification. Parce que tout part de la planification. Ensuite, tout part de la planification, mais du respect par les acteurs des outils de planification. Regardez une ville comme Ouaga. Toutes les rues sont marchandes. Les espaces ont été déviés de leur vocation initiale. Je vous parlais des espaces verts. Voilà, toutes les rues sont marchandes. Mais les marchés ont un site. On ne peut pas faire du commerce partout. Vous regardez la circulation dans la ville aujourd'hui. Vous avez 2 heures pour rejoindre un certain nombre de points. Et le problème, c'est que le respect de toute cette planification n'a pas été au cœur des acteurs dans le passé. Donc, cela fait encore partie du lourd héritage et nous avons commencé des concertations avec les collectivités locales, avec les différents acteurs pour que tous ensemble, nous travaillons au respect des outils de planification urbaine parce que tout lever les petits commerçants qui sont le long des voies là. Le long des voies, les commerçants, regardez même à l'époque où il y a eu de travail, monsieur le ministre. Des inondations à l'hôpital. Il y avait des ouvrages de canalisation, mais qui avaient été obstrués par toutes sortes d'étals de commerce. Mais lorsqu'on a déplacé ces acteurs-là, vous avez vu qu'il n'y a plus d'inondation. Voilà. Il faut que les collectivités locales prennent en charge un certain nombre de questions. C'est vrai, ça ne sera pas facile, mais ce sera la voie pour nous sortir de cela et permettre que l'ensemble des... Je prends par exemple le square. Sur les parcelles vides, monsieur le ministre. Oui, les parcelles vides. Voilà, la question est simple. Bon, alors qu'on a un problème de moniteur d'ailleurs, appel à la technique. On peut procéder à des retraits pour non mise en valeur. Ça, c'est les solutions qui sont envisageables en relation avec les autorités locales. Mais aussi, il faut tenir compte des revenus de la majorité. Beaucoup de propriétaires de parcelles vides n'arrivent pas à construire parce que les revenus sont faibles. Et donc, dans le programme, il est prévu ce qu'on appelle l'assistance à l'autoconstruction. C'est-à-dire que vous-même, vous construisez votre maison. On a mis en place un bureau au niveau de la Direction générale de l'architecture qui s'occupe de ces questions et qui va appuyer les propriétaires de parcelles qui désirent construire en matière de plan de logement, en matière de conseil, en matière de contrôle. Et dans le processus, il est prévu même dans la relation entre les propriétaires de parcelles et leurs sources de financement, que ce soit les caisses populaires ou les banques, il est prévu de mettre en place des pools de maçons qui pourraient contracter entre le propriétaire, la banque, avec la supervision du ministère, des pools de maçons. Il est prévu également, avec les vendeurs de matériaux, de pouvoir constituer des achats groupés de manière à ce que voilà, la banque finance ou la caisse populaire finance un attributaire pour construire un logement, mais ce sera en matériaux et en services. Voilà, pour éviter que ces financements-là n'aillent dans une autre direction. Ça, c'est l'autoconstruction. Maintenant, ce qui peut amener à l'occupation de ces zones-là, il y a d'abord un programme de restructuration des anciens quartiers qu'on a prévu. Vous regardez en ville ici, dès qu'on bitume une avenue, la vie change. La vie change. C'est des immeubles, c'est des investissements nouveaux, etc. Donc,
En relation avec les collectivités locales, il nous faut travailler progressivement à la restructuration de tous ces anciens quartiers, travailler à viabiliser un certain nombre de zones de manière à influer sur la réduction des parcelles villes et bloquer l'étalement des villes. Cela est possible, c'est des choses qui ont été expérimentées dans d'autres pays. Nous allons nous y atteler avec les collectivités locales. Parce que depuis l'adoption de la décentralisation, c'est les collectivités locales qui sont les propriétaires du foncier. 2 minutes, méditant. D'accord. Ressort territorial. Monsieur le ministre, vous avez également beaucoup parlé de la transversalité du secteur de l'urbanisme et de l'habitat. Et justement, l'un des documents qui permet à tous les acteurs, de fédérer tous les acteurs en termes d'urbanisme et d'habitat, c'est bien les documents de planification urbaine. Et pour le cas de Ouagadougou, nous remarquons que le schéma directeur du Grand Ouaga, qui a été élaboré depuis plus de 10 ans, n'a pas véritablement été adopté pour être rendu opératoire, en tout cas pour orienter de façon légale le développement urbain à Ouagadougou. Alors, pourquoi cette lenteur dans l'adoption des documents élaborés? Et au-delà de l'adoption, quel dispositif est mis en place? Un dispositif de concertation pour fédérer tous les acteurs, pour fédérer toutes les interventions en milieu urbain. Bien, je voudrais vous remercier pour cette question. Je voudrais dire donc, concernant le schéma directeur d'aménagement du Grand Ouaga, une première lecture a été faite au niveau du Conseil des ministres. C'est pour vous dire que le processus est en train d'arriver à terme. Mais il faut se dire que les données du document étaient datées de 2010. Quand vous prenez les secteurs comme la santé, les secteurs comme l'éducation, les secteurs même comme la mobilité urbaine, entre la circulation en 2010 à Ouaga et en 2018, vous voyez qu'il y a eu beaucoup de changements. Donc, on a demandé que nous puissions réactualiser ça. Mais ce qui est important à dire dans le cadre de Ouagadougou, c'est vrai que le schéma directeur n'a pas encore été adopté, le schéma directeur du Grand Ouaga, il était en cours de révision. Mais il faut dire que les grandes orientations sont prises en compte par un certain nombre d'acteurs. Vous avez des zones comme l'aéroport de Doncé, qui est prévu dans le schéma directeur. Maintenant, il faut travailler à ce que cette zone ne soit pas l'objet d'occupation anarchique. Vous avez des investissements comme la voie de contournement que nous avons adoptée récemment en Conseil des ministres, 25 km, pour permettre d'éviter l'engorgement de la circulation et permettre aux gros camions de contourner la ville de Ouagadougou pour ceux qui... Vous avez également l'université Ouaga 2. Voilà, c'était prévu dans le schéma directeur du Grand Ouaga et le site a été, comme technopole, le site a été retenu. Bon, les problèmes qu'on a eu à l'université Ouaga 2, c'est qu'on a mis la charrue avant les bœufs. On a commencé à construire et après, les populations ont manifesté et ont occupé les lieux. On a dû repartir à la case départ alors qu'il fallait commencer par la mobilisation foncière. Je crois que comme nous avons parlé de rupture, il y a le cas du port sec. Merci à vous, port sec. Monsieur Voilà, Léandre. on va revenir en détail. D'être venu donc échanger avec le ministre. Nous allons prendre au téléphone monsieur Bouraïma Ouedraogo qui appelle de Ouagadougou. Bonsoir. Bonsoir monsieur Ouedraogo. Oui, bonsoir. Votre question, s'il vous plaît. Oui, en fait, ce n'est pas une question, mais c'est peut-être une suggestion, parce qu'on a remarqué que les politiques de logements sociaux développées par le ministère de l'Urbanisme concernent uniquement les Burkinabés de l'intérieur. Mais est-ce qu'il y a un programme de logements sociaux qui va intéresser les Burkinabés de l'étranger? On a perdu M. Ouedraogo, donc on a déjà compris la question. M. Ouedraogo, il y a un programme, nous comptons même dans le cadre des 40 000 logements, parce qu'il y a eu beaucoup de désinformations sur ça. Nous allons, à l'occasion du forum de la diaspora qui doit se tenir, je crois, en début juillet, nous allons poser la première pierre de la cité de la diaspora.
Nous estimons que les compatriotes qui sont à l'extérieur, ils sont allés pour des raisons matérielles, la recherche de meilleures possibilités au plan financier, et que ceux qui sont à l'extérieur ne sont pas des faibles revenus. Ça aussi, il faut le dire. Donc, ils peuvent accéder à un minimum de confort en matière de logement. Donc, le problème qui se posait avec les compatriotes à l'extérieur, quand vous êtes à l'extérieur, vous envoyez de l'argent pour la construction d'une maison, c'est le cousin, c'est l'oncle, ça se termine toujours en queue de poisson. Eh bien, nous allons leur donner la possibilité d'avoir des logements, mais pas des logements sociaux. Ça, je tiens à le dire. Ce sera des logements économiques et des logements de standing. Voilà, nous allons donc poser la première pierre de cette cité qui va se retrouver sur la route de Koubri. Et c'est une zone où nous avons déjà terminé, ou du moins le processus d'immatriculation des titres fonciers est déjà prêt. Donc voilà, tout cela sera pris en compte dans le cadre de ces logements. D'accord. Il y a M. Salufo Bandé qui nous appelle de Bamako. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Votre question, s'il vous plaît. Voilà, ma question à savoir, c'est sur la route de Bobo Dioulasso, plus précisément à Zaptouli. Zaptouli. Alors, oui. Depuis longtemps, le lotissement est très fait. Alors, beaucoup, ils ont recensé, beaucoup n'ont pas eu de parcelles, alors qu'il y avait des parcelles vides. Alors, et cela aussi a été promis que, alors, les terrains vides qui restent, ils vont voir après, ou bien ils vont aller de loin pour lotir pour que les autres puissent s'en profiter. Donc, ma question à savoir, quelle est la mesure, monsieur le ministre, que vous avez pris ce qui concerne le lotissement du Zaptouli? Merci. Merci à vous et bonne soirée à Bamako. Bien, merci. C'est monsieur Salfo Bandé. Bandé, voilà, pour sa question. Bon, il s'agit des lotissements qui ont été l'objet d'arrêt durant la période de suspension. Comme je l'ai dit, tout ce qui est question d'attribution, nous allons faire le point sur le terrain. Dans chaque zone, ceux qui y résident savent effectivement, sur la base des documents, etc., quels sont ceux qui ont été attributaires, et le restant des parcelles pourra être l'objet d'attribution en suivant un minimum de critères de transparence et d'équité. Maintenant, c'est comme dans tout aménagement. Quand vous faites un aménagement pour une zone précise, ce n'est pas seulement pour du logement. Il y a d'autres équipements à mettre en place. Et donc, naturellement, il y a des personnes qui seront concernées par l'implantation de ces équipements et pour lesquels il va falloir chercher des solutions ailleurs. Bon, nous avons l'ambition, dans le cadre du programme, de créer de nouveaux pôles urbains. Voilà, c'est-à-dire des zones comme les communes limitrophes où on fait un aménagement avec tout le confort, avec tous les équipements, de manière à ce que ceux qui y vivent aient un minimum d'équipement qui permet un cadre de vie agréable. Et maintenant, pourront venir, comme dans certains pays, il y en a qui viennent à 10-15 km pour les besoins du travail, etc. etc. Donc, nous comptons implémenter pour résoudre un certain nombre de problèmes. On prend une question sur la plateforme, monsieur le ministre. Alors, M. Ouedraogo, lui, des Hauts-Bassins, bonsoir, monsieur le ministre. Ne pensez-vous pas qu'on doit travailler à construire des HLM habitat loyer modéré à niveau étage dans les centres urbains plutôt que de passer le temps à déforester et de détruire les champs pour construire les logements? Bien. Vous voyez que les besoins sont immenses. Il y en a qui cherchent les parcelles, il y en a qui cherchent les logements sociaux. Bon, donc il faut pouvoir mettre tout cela, et tout cela est prévu dans le programme. Mais pour ce qui est des HLM, on ne peut pas construire les HLM en périphérie.
Donc, nous avons repéré un certain nombre de ce qu'on appelle des niches foncières. Voilà, des zones non occupées ou des zones où la superficie de l'équipement qu'il abrite est supérieure à ce qu'il aurait fallu. Je prends les anciennes écoles. Vous voyez comment les anciennes écoles primaires sont vastes. C'est des zones où vous pouvez avoir du foncier pour construire ce qu'il appelle des HLM. Il y a également au niveau de l'administration un certain nombre de vieilles maisons, etc., etc. Ensuite, l'État lui-même a la possibilité de racheter le foncier. C'est ça qu'on appelle le droit de préemption. L'État peut racheter le foncier. Je prends un exemple. L'avenue de la Liberté à Paspanga. On décide de l'aménager. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant pour ne pas inquiéter les habitants. On décide de l'aménager. Sur cette avenue, dès qu'on va l'aménager, le coût du foncier va évoluer. L'État peut racheter du foncier pour faire, par exemple, des parkings, des espaces verts, des logements, des HLM, comme il est dit, etc., etc. Voilà. Et il y a un certain nombre de zones que nous avons repérées comme ça, et nous allons mettre bientôt en œuvre la politique de construction des HLM. Mais il faut se dire que les coûts des appartements, au regard des coûts, il y aura de la location-vente, mais ce sera beaucoup plus la location pour permettre aux jeunes arrivants, aux jeunes travailleurs, de pouvoir avoir une offre de logement locatif en attendant d'acquérir d'accéder à une maison. Que devient Parce justement que le projet le coût d'un appartement des HLM, on est autour de 24 à 25 millions. Que devient le projet indien, justement, qui... Voilà. Le projet indien a prévu un certain nombre de logements de cette envergure, mais il faut dire, comme c'est un financement extérieur, nous avions des contraintes. La structure chargée de réaliser était du pays d'où vient le financement. Les conditions dans lesquelles elle devait les réaliser avaient été déjà cadrées, mais nous avons fait le constat du non-démarrage des travaux et nous sommes en train de voir quelles sont les mesures, parce que ça aussi c'est du droit, quelles sont les mesures pour pouvoir suspendre la collaboration avec ce partenaire et voir la possibilité de choisir un autre partenaire encore originaire du même pays, mais qui aurait plus une surface financière plus grande et nous permettre de réaliser, parce que le projet indien, il y a près de 934 logements qui sont prévus, dont près de 700 logements sociaux. Voyez, en espérant que vous avez prévu former des Mamadou Gassama. Nous allons prendre une autre question sur la plateforme. Alors, M. Ouattara Bassidiki, je pense, du Centre-Nord, en 2017, il a été proposé une souscription au logement dans toutes les communes de Burkina et dont les frais de participation qui s'élevaient à 2000 étaient payables via les réseaux de téléphonie mobile. À ce jour, aucune publication relative aux résultats n'a été faite. Qu'en est-il exactement? Les fameux 2000. Bien, les fameux 2000. Je voudrais dire que celui qui cherche une maison ne doit pas s'offusquer pour des sommes comme 2000. Mais nous sommes au Burkina. Mais je voudrais dire que, comme je l'ai dit à l'introduction, il fallait recenser, recenser la demande, essayer d'évaluer, cerner la demande, la localisation géographique et le standing demandé. Il fallait permettre aux populations, parce que ça aussi, c'est ça, nous avons les mêmes droits au Burkina, les Burkinabés de l'extérieur comme ceux des nationaux. Il fallait permettre aux populations qui n'ont pas la possibilité de venir déposer des fiches, de pouvoir souscrire. Et là, il fallait mettre une plateforme Internet. Voilà, ce n'est pas facile. Ceux qui sont du domaine, je crois qu'il y a un informaticien ici, ils savent de quoi je parle. Ce n'est pas facile. Nous nous sommes donc adressés à l'ANPETIC, qui est une société d'État nationale, Agence nationale de promotion d'éthique, et avec laquelle nous avons contracté
pour la mise en place de cette plateforme. Eh bien, les 2000 francs, d'abord, n'ont pas été directement récoltés par le ministère en charge de l'urbanisme. Comme vous l'avez dit, vous avez payé à des téléphonies mobiles. Ça a été entièrement reversé au Trésor parce qu'il y a le principe de l'unicité des caisses. Quand on perçoit de l'argent, quel que soit le ministère, vous reversez ça aux finances. Maintenant, chaque année, dans la loi de finances, vous exprimez vos besoins et dans le cadre du budget, on vous alloue. Et ça servira à quoi les 2000? Voilà, donc les 2000 ont servi à couvrir l'inscription, le processus d'inscription qui a été fait. Il y a eu des fiches, il fallait traiter ces fiches, je crois que c'est jusqu'à 208 000 demandeurs. Il fallait traiter ces fiches de manière à mettre tous ces demandeurs-là sur le même pied d'égalité. Voilà, donc on va inviter couvrir les frais de montage de l'opération, c'est tout. Monsieur Christophe n'ont pas été directement perçus. Konkobo est au avec Trésor nous. Et c'est de l'argent qui est versé à nous tous. Okay. Monsieur Herman Moussa Konkobo, c'est ça. Voilà. Nous vous invitons donc à prendre place et à échanger avec le ministre. Vous êtes de la coalition des associations Mouvement pour le droit au logement. Bonsoir. Vous avez 10 minutes pour échanger avec le ministre. Ok. Bonsoir, monsieur Simon. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur. Ok. Donc, avant tout propos, je voudrais remercier Diakonia et ses partenaires. Allez-y à la question directement parce que ça vous grignote quelques secondes. Oui, mais c'est important parce qu'en réalité, cette émission, c'est une émission de redevabilité. C'est monsieur le ministre ou c'est le ministère lui-même qui devrait organiser, initier effectivement cette émission. Donc, c'est pourquoi il est important de féliciter Diakonia et ses partenaires. Merci. Et pour mes questions et quelques commentaires et portent essentiellement sur la question des lotissements. Je précise justement que nous sommes en troisième partie de l'émission et nous parlons de lotissement. Ok. Donc, sur la question des lotissements, monsieur le ministre... Il vous reste 8 minutes, monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez regarder tout droit les populations de Yamtenga, les populations de Djikofe, les populations de Zongo, les populations de Dayongo, les populations de Goudrin et les populations de Nagboudin, etc., et leur dit à quelle est la date de votre descente sur le terrain pour une audit approfondie et des vérifications de terrain pour appuyer le passif foncier qui, du reste, date d'environ de plus d'une dizaine d'années. Nous vous écoutons, monsieur le ministre. Bien. Je vous ai dit clairement que ce document est prêt. Le document qui doit être examiné par le Conseil des ministres est prêt. Il fera l'objet d'une programmation, je n'ai pas dit des semaines, je dis dans les jours à venir. Vous avez écouté son Excellence, Monsieur le Premier ministre à Tougan, lors de sa conférence de presse. Il vous a donné les orientations vers lesquelles nous allons aller. Nous avons dit que nous allons faire la descente sur le terrain, nous allons venir installer les commissions sur place. Mais monsieur le ministre... Et les commissions auront toute la latitude. Excusez, monsieur le ministre. Voilà. Monsieur le ministre, lors de vos campagnes pour l'élection du président Roch-Marc Christian Kaboré, vous avez donné 6 mois aux populations. 6 mois pour apurer, 6 mois à votre accession au pouvoir, vous allez apurer le passif sur le foncier. Et on est au Burkina, on se connaît. Voilà, c'est pas aujourd'hui que vous êtes aux affaires. Et si aujourd'hui, vous ne pouvez pas nous donner une date, alors on ne vous comprend pas. Donc aujourd'hui, on veut une date claire. Je pourrais vous dire, ou le prochain Conseil des ministres, ou le prochain sur-Conseil des ministres. Le dossier est presque cuit. Alors merci, voilà. Monsieur. Donc, ce qu'il y a... Il répond à la question avant que vous... Je voudrais vous parlez, dire. Oui. Vous avez parlé de 6 mois. 6 mois, c'était la projection. Vous, quand vous voulez commencer une construction, vous vous donnez un délai, mais ce n'est pas sûr que vous respectez ce délai parce qu'il y a d'autres facteurs que vous ne maîtrisez pas qui interviennent. Je vous ai parlé de tous les problèmes qu'on a rencontrés. Un bout des problèmes, ça fait 20 ans de gestion avec des dérives. Un bout des problèmes, les espaces verts. Un bout des problèmes, la modification des plans. Un bout des problèmes. C'est l'ampleur des problèmes
qui nous ont amené et des réclamations des populations. On avait le choix entre bâcler le travail ou le faire correctement. On a décidé de faire correctement le travail en expliquant aux populations quelles sont les raisons du retard. Merci, monsieur le Mais ministre. ce qui est important, c'est que cela soit fait et ça sera fait. Je peux vous rassurer. Merci, monsieur le ministre. Ça se comprend. Cela veut dire que vos politiques en matière d'urbanisation ou d'accessibilité, vos politiques en matière de logement ne sont pas bien conçues. Ça, c'est compris. Mais il y a une vérité. C'est la seconde question. Je refuse de ce que vous avez dit. Ok, merci. Voilà. Il y a des velléités de suspendre et de lever la suspension sur les lotissements au niveau des autres villes du Burkina, excepté celles de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Nous pensons que si vous vous êtes inscrit dans une gouvernance vertueuse, de servir de leçon pour les prochains lotissements ou les prochains lotissements, il est impératif et c'est impréalable de descendre sur le terrain pour faire ces vérifications qui vont vous permettre du reste d'avoir effectivement comment on appelle ça, de tirer les leçons avant d'engager les lotissements dans les autres villes. Mais si vous sautez cette étape et vous voulez lever la suspension dans les autres villes, nous pensons que c'est déjà un échec. Et donc, il réagit, voilà. Voilà, je pense que c'est des questions-réponses. Lorsque vous posez la question, le ministre répond et puis voilà. Je pense qu'il faut prendre le problème du foncier là sans passion. Si vous mettez de la passion dedans, vous allez échouer. Voilà, c'est aussi simple. Hein. Le problème est simple. On a fait le point. On a un certain nombre d'éléments qui nous permettent de ne pas retarder le développement des autres localités. Voilà. Il y a des localités, il a parlé de Sénégal, il n'y a aucun problème à Sénégal. Voilà, il faut continuer. Maintenant, pour ce qui est de Ouaga, il y a eu des opérations qui ont commencé, qui se sont arrêtées. Il y a des problèmes pratiques sur le terrain. Voilà pourquoi nous avons dit que nous allons descendre sur le terrain, installer les commissions. Vous, les acteurs de la société civile, vous serez là pour jouer votre rôle de veille et vous assurer que l'appurement là se fait dans l'équité et la transparence. Voilà. Merci bien, monsieur le ministre. Sur la question, nous vous attendions depuis 2003. Donc, je vais passer à la seconde question. Nous sommes arrivés en 2016. Je vais passer à la troisième question. Le rapport d'enquête parlementaire a dégagé autour de 105 000 parcelles qui ont fait l'objet de malversations. Où en êtes-vous avec ce dossier? Combien de parcelles ont été retirées? Combien de parcelles ont été attribuées aux bénéficiaires et aux populations qui ont été spoliées? Et combien de personnes impliquées dans ces malversations ont été traduites en justice? Je prends le dernier bout de votre problème, la justice. On est dans un pays où il y a la séparation des pouvoirs. Vous me direz, les dossiers ont déjà été traduits en justice. Voilà pourquoi je dis dépassionnons les problèmes. Les dossiers ont déjà été traduits en justice. Il y a des compléments d'information que nous allons ajouter. Mais la justice a son rythme. Vous ne pouvez pas influer sur la justice. Nous, exécutifs, encore moins. Voilà, c'est ça. Il y a combien de dossiers? Aujourd'hui, on est sur le dossier du procès du coup d'État. Ça fait combien de temps? Merci bien, monsieur le ministre. Voilà. Merci bien, monsieur le ministre. Il faut respecter les institutions de la République et laisser les institutions régler les problèmes là en fonction de leurs attributions. Effectivement, c'est ce qui explique la lenteur. Maintenant, les 100 000 parcelles dont vous parlez, ce n'est pas 100 000 parcelles. C'est ça aussi l'intérêt de l'exercice qu'on est en train de faire. On a pris des surfaces, on a divisé par la superficie d'une parcelle. Je vous ai dit tout de suite dans l'introductif, quand on fait un aménagement, c'est combien de parcelles? Il y a de l'école, il y a des écoles, il y a des dispensaires. Moi, je ne peux pas vous donner un chiffre précis. Ça, je préfère... Oui, mais le rapport a parlé... Moi, je n'invente rien. Mais vous, à moins d'être un féticheur ou un magicien, vous savez ce que les commissions d'enquête, les commissions ad hoc du terrain là vont dégager? Vous ne savez pas? Qu'est-ce qui a été fait
dans les arrondissements, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui a été fait dans les arrondissements depuis la suspension là? Vous le savez, prenez l'arrondissement de Bogodougou. Vous savez de quoi je parle? Prenez Boulmigou. Vous savez de quoi je parle? J'ai eu la chance d'évoluer dans ce domaine-là. Il y a un certain nombre de problèmes. On va prendre, il y a un certain nombre de problèmes qui seront mis à nu sur le terrain. Vous ne pouvez pas présager du nombre de parcelles concernées par cela. Les ex-maires qui avaient été incarcérés au niveau de la MACO, où en sommes-nous? Quel est le motif de leur libération? Posez la question à la justice. Je vous D'accord, dis qu'il y a une séparation des pouvoirs. Posez la question à la justice. Abdul-Razak Il n'appartient pas à l'exécutif d'aller incarcérer des gens à la MACO. Voilà. Nous avons M. Abdul-Razak sur la base d'un dossier. Monsieur le ministre. Voilà. Donc, on a posez la compris. question à la justice. Abdul-Razak Ouedraogo On nous est dans appelle un état de droit. Il y a la séparation des pouvoirs. Bonsoir. Merci, monsieur Konkobo, d'être venu. Votre question, s'il vous plaît, monsieur Ouedraogo. Voilà. Bonsoir, monsieur le ministre. Voilà, moi, pas une question. Je voulais féliciter le ministre voilà, pour le travail à Bacien-Pau. Voilà, les gens hôpital qui veut construire de plus de 71 milliards. Voilà, vraiment, ils font du bon boulot. Vraiment, félicitations, monsieur le ministre. Ok, on n'a pas de questions. Donc, merci on va pour passer. vos félicitations. On va passer à autre chose. Ça fait sourire monsieur Konkobo. C'est la démocratie, chacun a son point de vue. Moi, je n'en fais pas un problème. Apparemment. Je dis seulement qu'il y a la séparation des pouvoirs. On a délivré les gens de la MACO. Ce n'est pas le rôle de l'exécutif d'aller enfermer les gens. Voilà. Monsieur Konkobo, je crois que votre temps d'antenne est fini. Nous allons au niveau de la plateforme. Voilà. Monsieur Siaka Ouedraogo du centre, quelles mesures le ministère a prévues pour faire respecter le coût du loyer conformément au communiqué final, au rapport du Conseil des ministres? Et puis, quelles sont les sanctions prévues à cet effet au cas de non-respect du décret sur le bail locatif? Sur la question du bail locatif, c'était le dernier conseil. Je pense que le dernier intervenant, sur toutes ces questions-là, ils ont l'impression, mais nous sommes sur le travail. Nous avons voulu que la question du bail locatif soit un processus participatif. Voilà, le texte d'application, que tous les acteurs, il y a même des syndicats qui ont participé à l'atelier qui a parlé de cette question, de manière à ce que nous prenions en compte tous les aspects. Le bail locatif, c'est bien. On peut faire une réglementation qui ne connaît pas d'application. On peut faire une réglementation qui va réduire la construction de nouveaux logements à usage locatif. Il faut pouvoir prendre en compte le fait que ce texte d'application-là vient pour protéger les faibles revenus dans leur accès à la location et prendre en compte aussi le fait que pour qu'il y ait des logements à louer, il faut qu'il y en ait qui produisent. Si vous découragez ceux qui produisent, comme je l'ai dit, vous tuez la poule, il n'y aura plus d'œufs. Alors, pendant que le public sur le plateau ici prépare les notes vous concernant, alors, une autre question sur la plateforme qu'on va découvrir ensemble, M. Alain Poda du centre. On n'a plus la question de M. Poda qui avait été affichée tout à l'heure, qu'on va certainement revoir. Oui, alors. Quelques soucis techniques. Monsieur le ministre n'a pas répondu à la question de M. Bagoro. Qu'est-ce que le gouvernement compte faire pour réduire les prix de certains matériaux de construction? Y a-t-il une volonté du gouvernement pour auditer les taux expliqués de manière générale par les banques pour les crédits immobiliers? Pour auditer, hein? Oui, les taux pratiqués dans les banques. Voilà. Concernant les matériaux de construction, il faut dire que jusqu'à l'année passée, systématiquement,
il y avait une exonération de l'imposition des matériaux de construction. Mais cette exonération a été reconduite automatiquement. On disait dans le texte que c'était à l'importation, parce que le ciment venait de l'extérieur, le ciment et d'autres matériaux. Aujourd'hui, je crois qu'on a 4 ou 5 usines de ciment qui produisent plus que la consommation du pays. Donc, avec l'Assemblée, nous sommes en train de revoir quelle est la forme d'exonération. Ça ne peut plus être la fiscalité de porte, ça ne peut plus être la douane, dans la mesure où c'est des matériaux produits localement. Quelle est la forme d'exonération qui va nous permettre de pouvoir rendre les coûts des matériaux accessibles, mais surtout, ce qui est important, vous savez, dans ce pays, dès qu'on dit qu'il y a une exonération, ça sert à tout, même à construire les maisons de grand standing. Il faut pouvoir encadrer cela. Est-ce que vous comprenez? On décide d'exonérer les coûts des matériaux pour les logements sociaux. Ce sera avant la construction, après la construction. Il faut pouvoir bien encadrer cela parce que malheureusement, la seule expérience qu'il y a eu, je crois que c'était en 2012 et 2014, le promoteur a bénéficié de l'exonération et il n'a pas répercuté sur le coût final des logements. Bon, à quoi cela a servi? Voilà la question. Donc, c'est dans le souci de mieux cerner cette question que l'Assemblée, en relation avec, et de prendre en compte le nouveau paysage de ce qui est des matériaux de construction, qu'on a suspendu l'exonération et nous sommes en train de revoir comment... Voilà. Mais pendant que Adama Coulibaly arrive sur ce plateau, Monsieur le ministre, la deuxième question de Monsieur Alain Poda consistait à parler de l'audit des crédits au niveau des banques. Et comme vous le savez, nous avons touché le système bancaire dans le cadre de l'opération. Ils ont consenti à des baisses mais que nous trouvons encore insuffisants. C'est pour cela que si vous suivez, le gouvernement est en train de mettre en place une caisse de dépôt de consignation dont le rôle sera de pouvoir financer certains secteurs que les banques commerciales ne veulent pas financer, dont notamment le secteur du logement. Et nous sommes également en relation avec des partenaires extérieurs pour voir quels sont les financements que nous pouvons avoir à des taux très très intéressants pour que cela n'influe pas sur les coûts des logements pour les couches. Surtout que vous êtes en train de, sinon même que c'est déjà fait, privatiser la Banque de l'Habitat, donc qui va certainement s'aligner bientôt. La Banque de l'Habitat a été l'objet d'une augmentation de capital. Voilà, c'est un processus qui a été suggéré au niveau de la BCEAO. Je crois qu'on a demandé à ce qu'on porte le capital minimum des banques à 10 milliards. La banque était à 5 milliards. Les actionnaires n'ont pas réagi par rapport à cela, donc il a été fait appel à un privé. C'est aussi simple. Et quelle sera la conséquence sur les taux pratiqués? Bon, nous sommes en discussion pour pouvoir, puisqu'ils sont dans un processus de restructuration. Vous savez que la Banque de l'Habitat a connu beaucoup de difficultés liées à un certain nombre de dérives que vous connaissez bien, de ceux qui sont partis et qui ont laissé la Banque de l'Habitat dans une situation financière désastreuse. Fallait-il la fermer? Fallait-il trouver une autre solution? Voici la question. Voilà. Adama Coulibaly, bonsoir. Bonsoir Simon Gongo, bonsoir Monsieur le ministre. C'est le vérificateur qui a pu suivre cette émission de bout en bout. Il est là pour évaluer donc votre prestation, Monsieur le ministre. Adama Coulibaly. Donc, Monsieur le ministre, nous vous avons écouté durant 1h30 d'horloge. Et le pôle de vérification constate que vous avez essayé d'apporter autant que se peut des réponses aux différentes questions qui vous ont été posées, même si les réponses ne sont pas toujours satisfaisantes. Bon, par exemple, les questions sur les lotissements et les promoteurs privés. Et peut-être que cela est dû au fait que ces questions sont transversales.
Et on peut aussi noter que dans le PNDS, en ce qui concerne votre département ministériel, vous proposez de passer de 12 en 2015 à 37 le nombre de villes qui disposent d'un schéma directeur d'aménagement urbain. Mais à vous écouter, on craint que l'on soit loin du compte parce que celui de Ouagadougou, comme vous l'avez dit, peine à être opérationnel. Et donc, pour l'ensemble des réponses que vous avez apportées aux différentes questions, Monsieur le ministre, ce soir, le pôle de vérification vous a accordé la note de 7 sur 10. Donc, le public est là aussi vous a évalué. Et la note du public, la moyenne du public est de 6 sur 10. Donc, si on fait une moyenne générale, Monsieur le ministre, vous avez une moyenne de 6,5 sur 10. Voilà, merci. Réaction, Monsieur le ministre. Réaction, je remercie tous les évaluateurs. C'est vrai, peut-être que le temps matériel ne nous permettait pas d'aller sur un certain nombre de précisions, mais sinon, pour ce qui est des schémas directeurs, c'est déjà en cours. Hein. On est à la première, les travaux ont été faits, voilà, on n'a pas eu le temps de développer tout ça, sinon c'est déjà... Vous êtes à combien aujourd'hui sur les 37? Sur les 37, on a déjà 13. On comptait lancer une dizaine cette année et terminer avec... voilà. Il y a les 13. J'avais oublié également dans ce cadre de parler des lotissements des derniers chefs-lieux de communes rurales qui n'ont jamais connu de lotissement. Il y en avait 80. Nous avons déjà entamé 55. Il en reste 25 pour d'ici la fin du quinquennat. C'est pour vous dire qu'il y a un certain nombre de travaux qui se font. C'est vrai, il nous faut remonter en matière de communication, comme il l'a dit. C'est nous qui devons donner l'information aux gens, mais il y a du travail qui se fait. En matière de contrôle aussi, contrôle du respect de la réglementation. On n'a pas eu le temps de parler de ça. Vous avez vu des cas comme le Square Yenenga, hein, c'est nous qui l'avons arrêté. Voilà. Il y a d'autres cas dont je pourrais vous parler où des promoteurs ou des investisseurs ont essayé de vouloir développer des constructions dans des zones dont la vocation n'était pas cela. Et au niveau du ministère, nous avons mis notre veto. C'est des choses vérifiables. Donc, en tout cas, je vous remercie pour cette première séance de dialogue et j'espère qu'il y aura d'autres séances. Mais je voudrais inviter les acteurs de la société civile, parce qu'on en a parlé également avec le partenaire Diakona, à ce qu'ensemble, nous travaillions à un renforcement de capacités. Parce que souvent, on discute de questions dont on n'a pas tous les éléments. Quand nous avons les éléments des questions, l'appréciation devient plus objective et plus facile. Non seulement un renforcement des capacités, mais aussi qu'ensemble, avec les acteurs de la société civile, nous puissions mettre en place un comité de veille pour vous dire que nous travaillons à améliorer les choses. Ce n'est pas qu'il y a des problèmes, comme le dirait quelqu'un, c'est la difficulté même qui est la route. Mais c'est notre capacité, ensemble, à faire des propositions constructives. Voilà. On a engagé telle opération, il y a des insuffisances, on en parle. Qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution, comme rectificatif? Voilà, et on y va. Mais on ne se braque pas sur une position. La science, là, tout le monde, personne n'a le monopole. Alors, voilà. On a bien compris, Monsieur le ministre, ça sera le dernier mot donc. Je précise que la note que nous donnons ici n'apprécie que la prestation, parce que le public qui est là, c'est juste un échantillon. Si ce public a compris le message qui est passé, on suppose que les téléspectateurs aussi ont compris. Il n'est pas question de noter les activités du ministère, il faut le préciser. C'est juste la prestation du soir. Et je crois que vous êtes sur les meilleures notes, puisque la plus forte note dans cette émission était de 7 sur 20. Voilà. Merci, Monsieur le ministre, d'être venu. Mais je souhaite que M. Konkobo fasse partie d'une des commissions que nous allons mettre en place dans les arrondissements. Vous pourrez discuter avec M. Konkobo. Ça va nous aider à avancer dans la discussion. Parce que ce n'est pas aussi évident que son association. Il n'y a pas de problème. Nous sommes ouverts à tout. Hein. Nous sommes ouverts à tout. Nous travaillons dans le sens des orientations du président du FASO, la transparence, l'équité
et la résolution des problèmes et des préoccupations des populations. Merci. Maintenant, merci à tous ceux qui ont participé à l'émission, aussi bien au téléphone que sur les réseaux sociaux. Merci à toute l'équipe technique. Dialogue citoyen, c'est fini pour aujourd'hui. Tout à l'heure, vous avez rendez-vous avec la dernière édition du journal présenté par Draman Dadian.